Moi, c'est Coralie. Je suis membre d'une association de jeux vidéo ici à Madagascar. Dans mon expérience, j'ai été surtout chef de projet dans différents studios de jeux vidéo. J'ai été aussi dev game totalement, que ce soit sur la partie programmation ou en tant aussi que designer. Et aujourd'hui, donc, je vais surtout vous parler de comment l'IA dans les jeux vidéo. À travers ça, en fait, il faut comprendre que l'IA dans les jeux vidéo, actuellement, ne se limite pas juste à des conditions comme if, else, ça va encore au-delà, plus au-delà de ça. On peut même dire que c'est un sandbox pour tout ce qui est question de deep learning et de machine learning. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Merci. Alors, il faut comprendre que l'IA, c'est au fur et à mesure des années dans l'industrie du jeu vidéo, c'est devenu une force motrice justement pour créer des mondes virtuels, dynamiques et encore plus engageants. Parce qu'il faut comprendre que l'IA, contrairement à ce qu'on peut appeler d'IA académique dans les jeux vidéo, c'est surtout basé sur l'expérience utilisateur. Si l'expérience utilisateur est très appréciée, c'est sûr que derrière ça, les jeux vidéo sont encore plus intéressants et peuvent même perdurer pendant des années. C'est comme ça, au fur et à mesure de la présentation, je vous présenterai certains jeux qui, même 10 ans plus tard, sont toujours aussi intéressants pour les différents joueurs. Donc, à travers ça aussi, il faut comprendre que plus le succès est grand, plus il y a des questions d'éthique qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut respecter on va dire, ces normes éthiques tout en prenant en compte la puissance de l'IA. Et en même temps, vous voyez bien le défi, il faut que ça plaise aux joueurs en mettant un jeu immersif et plus inclusif. Donc, c'est à travers ça qu'on va voir tout l'impact de l'industrie du jeu vidéo, mais aussi de l'IA pour nous qui nous sommes joueurs. J'imagine que parmi le chat, il y a beaucoup de jeunes. Donc, j'imagine aussi que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui aiment les jeux vidéo. Donc, on va entrer plus en profondeur pour voir cet univers. Le slide suivant, pardon. Oui, justement. Donc, avant, comme on disait, si on remonte au temps des jeux qui étaient dans les arcades, ou même pas, même bien avant ça, on avait les jeux comme Pac-Man, ou bien Space Invader, et bien d'autres. C'était l'IA dans sa proprement dite, c'était surtout qu'à chaque niveau, c'était la difficulté qui montait. Ça veut dire qu'à chaque stade, il y avait des points d'entrée qui faisaient que l'IA augmentait au fur et à mesure la difficulté. Mais actuellement, on a différents paramètres, donc par exemple le pathfinding, les arbres de décision, encore bien d'autres, pour justement que l'IA, ces PNJ, ces personnages non jouables, puissent justement s'adapter au comportement du joueur ou encore mieux s'adapter à l'environnement tout autour, voire lui-même prendre des décisions à XX moments. On peut aller au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la question, c'est à quoi sert l'IA exactement dans les jeux vidéo? Le slide suivant. Il faut comprendre que l'IA, actuellement, enfin, les jeux vidéo actuellement, c'est un marché de plus de 314 milliards de dollars, prévu en 2026. Vous imaginez 314 milliards de dollars dans le monde. C'est la première industrie culturelle et imaginez que si, disons, vous souhaitez faire un jeu, vous développez un jeu, vous essayez de prendre une part qui en Afrique est à peu près estimée à 100 milliards, si je ne me trompe pas, et imaginez que vous le vendez à 2 dollars, 3 dollars, et que 1000 personnes l'achètent, et que 2000 personnes l'achètent, et encore plus. C'est un marché à exploiter, car en effet, ça va se baser sur l'expérience utilisateur. Si les utilisateurs aiment, forcément, ils achètent. Et c'est ça, justement, la question. Comment l'IA va vous permettre, justement, d'avoir ce jeu mémorable? Comment ça pourrait booster cette expérience utilisateur? Le slide suivant. Les applications actuelles de cette IA, le plus souvent, enfin, je pense qu'on va directement passer au point 2, parce que je vais en parler plus en détail sur le point 1. Sur le point 2, on a tout ce qui est génération procédurale. En même temps, ça peut être des générations génératives d'images visuelles. On peut même maintenant créer des assets. Les assets, ce sont tous ces environnements 3D. Et en même temps, on a tout ce qui est visuel. Actuellement, on peut même dire qu'on a presque plus, ce qui est un peu justement la question d'éthique, c'est qu'on pourrait juste taper un prompt sur n'importe quel IA et revoir tout à peu près les visuels. Ça certes, ça facilite, mais c'est là justement toute la question d'éthique qu'on va développer tout au long. En effet, le plus souvent, c'est aussi sur les personnages non joueurs.
Là, on a vu beaucoup d'IA. Je pense que tout le monde est assez familier sur ces personnages dont on ne peut pas jouer, qu'on retrouve partout. Si par exemple vous jouez dans GTA, toute la ville, il y a des personnages non joueurs. En même temps, on a des évolutions en temps réel. Quand on parle ici d'évolution en temps réel, c'est par exemple dans les jeux de stratégie, vous avez des environnements où l'IA va s'adapter à chacun de vos choix. Si par exemple vous affrontez sur Age of Empires ou StarCraft ou encore d'autres jeux de stratégie, l'IA va se dire que votre action va appliquer une autre action de son côté afin de justement stimuler tout l'ampleur du game design et du gameplay du jeu. Pour que justement tout au long, ce soit stimulant et non pas que ce soit, comment dire ça, ennuyant ou au contraire frustrant. Justement, ça va dépendre des objectifs, mais en tout cas, je pense que vous avez déjà des jeux en tête à travers lesquels vous arrivez à imaginer. Et justement, là que j'ai en parlé sur le quatrième point, l'expérience de jeu et la jouabilité. Si par exemple vous jouez à Call of Duty, vous avez par exemple l'assistance au tir. Si par exemple vous jouez à FIFA, là aussi vos coéquipiers, quand vous bien sûr vous jouez avec FIFA ou enfin, PES quand ça s'appelait PES, vous avez en même temps ces joueurs-là qui seront placés et qui vont s'adapter à votre jeu. C'est vraiment pour permettre justement un certain réalisme, une certaine immersion. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Ok, donc on peut passer au slide suivant directement parce que là, on va vraiment aborder sur la question de PNJ. Et le plus souvent, dans les PNJ, on peut retrouver certains éléments. Il faut les citer quatre principalement, mais il y en a encore énormément. On a l'arbre de décision, on va voir un peu plus en détail. Le pathfinding, ici, c'est plutôt le fait que, habituellement, dans certains jeux, on a une sorte de grille. Par rapport à ces grilles-là, en fait, l'IA va se déplacer à ces points-là à X moment donné T. Mais actuellement, avec le pathfinding, l'IA pourra se déplacer comme il veut sur une map, en mettant des targets qu'on verra au fur et à mesure avec l'arbre de décision, parce que ça permettra d'allier ces deux éléments afin que l'IA puisse avancer tout doucement. Par exemple, si on a une grande carte, par exemple dans Skyrim ou même dans GTA, le PNJ directement pourra avancer. Même Red Dead Redemption, par exemple, on a directement les PNJ qui agissent tout seuls avec l'environnement. Ils vont pas se, si, par exemple, il y a des cas où ils se heurtent à X ou X objets, mais c'est rare, ce sont des bugs où actuellement avec Rockstar, ils ont déjà énormément limité. Et justement, avec le moteur de jeu de Rockstar, on retrouve justement cette immersion, cette phase de réalisme grâce à ces IA. On a l'imitation learning, on va dire en français, où c'est un apprentissage par imitation, en regardant les humains, puisqu'il y a des IA qui, en fonction de différents matchs, il va assimiler plusieurs matchs qu'il verra avec des humains qu'il va affronter, il va assimiler ces matchs-là. À chacune de ces erreurs, à chacune des décisions du joueur, il va apprendre par lui-même et à partir de cela, il va pouvoir justement battre au fur et à mesure l'humain. Et on verra ça au fur et à mesure, je vais le détailler. Et justement, on a aussi l'apprentissage par renforcement qui va justement rejoindre à peu près l'imitation learning, mais plus en se basant sur des simulations d'heures, de plusieurs heures d'assimilation de matchs. Et sur une simulation, c'est comme si on avait, c'est comme si en une journée, il essayait d'assimiler plus de 1000 matchs. Et si en une journée, il arrive à faire plus de 1000 matchs, c'est comme s'il s'entraînait plusieurs années en disant même pas un mois. On va voir justement des cas sur ce sujet. Le slide suivant. C'est bon, on peut passer sur le slide suivant, pardon. Donc, justement, sur l'arbre de décision, on a ces 4 points. Pourquoi, en fait, j'ai préféré pour l'arbre de décision? Parce que c'est sur l'arbre de décision, le plus souvent, sur l'arbre de décision de Monte-Carlo, que la plupart des IA, sur la plupart des jeux qu'on voit actuellement, se sont basés. Tout d'abord, on a la sélection, qui est ici, en fait, c'est une fonction d'évaluation pour, comment dire ça, pour sélectionner de manière optimale les nœuds avec la valeur la plus élevée. Ça veut dire qu'il va essayer d'atteindre le point le plus optimal qui permettra justement à l'IA d'aller vers le chemin, on va dire, entre guillemets, le plus sûr. À côté, on a l'expansion. Dans cette expansion-là, en fait, on va rajouter à notre node, contrairement à celui de la sélection, qui va être ajouté donc du coup à l'arborescence, toujours justement d'ajouter dans ce processus une situation optimale. La différence entre les deux, c'est que la sélection sera sur un chemin direct où il va directement voir le chemin le plus court. Tandis que dans l'expansion, ce serait de rajouter un nouvel élément qui justement permettra, dans l'arbre suivant, la simulation, car
En choisissant justement ce nouveau node, il va essayer de choisir d'autres mouvements de stratégie jusqu'à mener à un résultat ou un état prédéfini ou bien atteint. Et à partir de ça, on revient vers la rétroprovocation qui, justement, avec l'ajout du nouveau node et avec la simulation, va revenir sur cette boucle. Juste en fait, c'est jusqu'à ce qu'on ajoute différents nodes et ça va aller très très loin. Ça peut aller à des étendues et des étendues énormes d'arbres, justement d'embranchement qui va permettre justement à l'IA de plus d'être plus performant entre guillemets. Dans le slide suivant, en effet, c'est un peu plus le détail. Pour comme ça, vous pouvez voir dans le chat un peu plus lire parce que là, j'ai vraiment surtout essayé de résumer sur ces points-là. Et là, ensuite, c'est qu'on a l'apprentissage par renforcement. C'est dans le slide suivant. Et en fait, dans l'apprentissage par renforcement, on peut passer. On a deux cas que j'aimerais bien vous citer. On a d'abord l'OpenAI 5 de OpenAI, justement qu'on connaît avec ChatGPT. Eux, ils ont créé 5 IA qui, sur Dota 2, a pu s'entraîner par lui-même a pu simuler, on va dire, plus de 900 ans d'entraînement, de parties par jour pour assimiler plus de 5000 matchs. Et je peux vous dire que cette IA a pu affronter des champions sur Dota. En affrontant ces champions sur Dota-là, au bout, disons, de 15-20 minutes de jeu, ils ont pu carrément annihiler les adversaires. Ça veut dire des humains, des champions justement sur Dota. De même pour AlphaStar de Google DeepMind, qui était en 2021 ou en 2019 sur StarCraft cette fois-ci. Même principe, ça revient à plusieurs années d'entraînement qui a été juste simulé en plusieurs jours, puisqu'ils ont pu assimiler différents matchs, plusieurs milliers de matchs, et justement, même principe, ils étaient presque imbattables sur StarCraft. Ce principe d'apprentissage par renforcement, on le retrouve aussi dans différents jeux. Par exemple, quand vous jouez aux échecs, ça va sur ce même principe. Mais la difficulté est justement l'intérêt du fait qu'ils aient pu adapter dans des jeux vidéo de stratégie ou de MOBA, comme ces deux cités ici, c'est que par exemple dans les jeux d'échecs, on sait qu'il y a X mouvements. Et on sait que si l'adversaire fait X mouvements, il y a cette possibilité qui apparaît, comme par exemple l'arbre de décision qui sera mené ici. Mais là, la différence, c'est que par exemple dans StarCraft, c'est un jeu de stratégie on va utiliser différentes unités. Et là, en fait, ça va dépendre comment le joueur joue. Et là, et directement, l'IA va s'adapter en fonction. Si par exemple, on a un jeu qui est plus basé sur la défense, l'IA comprendra dans ce cas qu'il faut plus ajuster son attaque, et etc., etc. Et pareil pour Dota, la difficulté, c'est que dans Dota, c'est un jeu d'équipe en ligne, et on a 5 avatars. Sur ces 5 héros, chacun a sa spécificité. Donc, l'IA, déjà, en soi, devait maîtriser les différentes spécificités de ces 5 héros et ensuite affronter les adversaires en face qui sont aussi 5 joueurs. Vous voyez un peu la complexité et justement, toutes ces années, c'est vraiment des recherches en fait qui sont menées auprès de OpenAI, aussi auprès de Google DeepMind. Ensuite, dans le slide suivant, justement, quand j'ai dit il battait énormément d'humains, c'est presque un taux de 99,4% de victoire. Soit, si on prend le cas de OpenAI 5, ça représente près de 7000 matchs qu'ils ont fait contre des humains et ils ont remporté plus de 4075 parties. Dans les autres parties, on va dire qu'ils étaient un peu à égalité et dans très peu de parties, si je me rappelle, on va dire une centaine où ils ont connu la défaite. Mais là où ils ont connu la défaite, dans la centaine, c'est quand ils commençaient à observer les adversaires, comment ils jouent, comment ils s'adaptent, quelles sont leurs stratégies. Et l'IA, derrière, a directement adapté leur jeu par rapport à ça. Dans le slide suivant, justement, je vais vous lister à peu près des jeux qui, jusqu'à maintenant, en passant de la gauche vers la droite, on va dire qu'ils sont mémorables. On a des jeux de Left 4 Dead, qui est intéressant justement avec ce principe de directeur EA, où on va dire comme une équipe de foot, on a le coach, qui est d'ici, on va dire l'agent IA principal, qui va guider les autres IA en fonction justement comment le joueur, son état de santé, quelles sont les armes avec lui, où il est exactement sur la carte. Et il va rythmer, c'est-à-dire le directeur EA va rythmer les séances de jeu. Il va envoyer par exemple X nombre de zombies, puisque c'est un jeu de zombies, ou il va envoyer directement un zombie un peu plus fort, justement, pour mettre la pression sur l'adversaire, qui est ici l'humain, ça veut dire nous en tant que joueurs. Vous imaginez un peu le stress, parce que vous dites, à chaque fois que vous allez recommencer une partie, ce ne sera pas les mêmes vagues de zombies.
parce qu'il va changer au fur et à mesure. Donc, plus vous augmentez le mode du jeu, et plus l'IA sera sans pitié avec vous. C'est pour ça, en fait, que Left 4 Dead, jusqu'à maintenant, plaît énormément. De même avec Fear, qui est un jeu assez, on va dire, assez ancien, pour eux, c'est pareil. Parce qu'en fait, Fear, on a aussi, comme, on va dire, quand c'est vraiment un contexte de guerre, on a une armée, cette fois-ci de PNJ qui sont des ennemis, ils vont s'organiser entre eux pour vous encercler, pour essayer de vous arrêter. Ce ne sera pas les simples IA où ils vont foncer dans le tas et vous pouvez tirer dessus. Eux, ils vont essayer de se cacher, d'élaborer des stratégies pour vous encercler, pour, ils savent à quel moment il faut lancer tel élément pour vous perturber dans votre progression. Et c'est pour ça que c'est très intéressant ces IA-là. Après, à côté, on a des jeux plus récents. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de jouer, comme Red Dead Redemption, où justement les PNJ et l'environnement, c'est vraiment un certain réalisme qui est très appréciable par Rockstar d'ailleurs, où on a vraiment l'impression qu'on vit toute une vie simulée, mais bien sûr, bon, dans le western. Et Metal Gear Solid, même principe que Fear et Left 4 Dead, où directement ils vont se rassembler, tout ça dans Metal Gear, parce que ici, les ennemis auront eux-mêmes leur stratégie. Plus vous augmentez de niveau, c'est-à-dire plus vous avancez en fait dans le jeu, et plus les IA vont s'adapter par rapport à ce que vous aurez fait, et ils vont élaborer des stratégies tout autour. Derrière ça, ils auront, on va dire, un lead qui, ce lead-là, va essayer de vous bloquer au fur et à mesure aussi. Et justement, donc par rapport à tout ça, de ce qu'on a à peu près sur l'IA, c'est de savoir comment placer l'expérience utilisateur, mais en même temps, comment gérer toutes les responsabilités autour de ces IA, dans ces, on va dire, dans ces sandbox, à travers lequel on s'amuse. Directement, on peut passer au slide suivant. Il y a ici, en fait, 4 points que je préfère soulever et qui est vraiment intéressant. C'est qu'il faut, en fait, démasquer les biais algorithmiques et garantir l'équité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les jeux vidéo, justement, on va parler aussi un peu du X, il y a des patterns qui pourront se reproduire, qui pourraient pousser en fait les joueurs à avoir une certaine addiction du jeu. Parce que c'est vraiment à baser sur une certaine neuroscience. Et si, disons, nous, en tant que développeurs de jeux vidéo, ou même vous, si vous souhaitez entrer, il faut avoir justement cette question d'éthique. Parce qu'à travers justement ces IA qui apprennent d'elles-mêmes, ou même ces IA à partir des arbres de décision qu'on va imposer, il faudrait justement ne pas imposer des dark patterns pour influencer négativement le joueur, que ce soit dans son addiction, ou même dans les achats, ou même justement sur des critères, on va dire entre guillemets, pousser plus à la violence ou autre, mais justement cadrer ces éléments-là. Et c'est ça justement le deuxième point où il faut trouver l'équilibre entre l'immersion et le bien-être du joueur. Vous voyez à peu près que ces points se rejoignent, mais en même temps, on a le troisième point dont j'avais parlé initialement, dont le but était justement de préserver la créativité humaine. Parce que actuellement, même une IA, avec les différentes recherches actuelles, peut même créer un jeu vidéo. Pas seulement en termes visuels, mais en ce moment, il y a différents studios qui essaient justement de, je dirais pas de faciliter le travail, mais de fluidifier la pipeline de production dans les process de jeux vidéo, parce que dans le monde du jeu vidéo, justement, il y a beaucoup de crunch, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de pression, et justement, il y a des studios, on va dire des laboratoires de recherche actuellement, qui visent à faciliter la pipeline de production. Mais là, le souci, c'est que derrière ça, on va directement se limiter à l'IA. Où on va se dire, bah, si l'IA arrive à faire ça, pourquoi alors utiliser encore des développeurs? C'est ça justement la question. Il faut trouver encore justement le juste milieu. Et il ne faut pas oublier aussi que, certes, la génération d'images, c'est bien, la génération de code, c'est bien, mais ça ne remplacera pas pour autant la créativité d'un être humain. C'est ça justement, et c'est ce qui fait la beauté des jeux vidéo, parce que un jeu vidéo, c'est vraiment un art complet, mais aussi un travail très technique. Puis sur le quatrième point, et qui va aussi conclure ma présentation, il faut protéger la vie privée des joueurs. Si tous les jeux en ligne, justement, avec des IA, il faut se dire, ils vont à travers, parce que ça c'est vraiment une question d'éthique, avec des IA qui apprennent par elles-mêmes et tout, ils vont pouvoir justement stocker certaines informations. C'est pas juste que vous vous connectez et tout, mais par exemple, ils vont avoir accès à certaines informations, comment, comment vous êtes au quotidien, à quelle heure vous vous connectez, ça peut justement aller sur ces points-là. Parce qu'il y a justement une étude qui était basée
j'ai un peu oublié la date, mais c'était un article qui justement testait des joueurs pendant au moins 24 heures, 48 heures, jusqu'où en fait l'IA pouvait prendre ces informations et justement reproduire des dark patterns par rapport à ça. Ce qui rejoint justement le point numéro 1 dont on avait parlé initialement. Sur ces points-là, pour réellement conclure, je vous conseille un livre si vous voulez plus en savoir sur comment fonctionne le cerveau d'un gamer et comment justement votre IA pourra s'adapter à tout ce qui est question du X, voire tout ce qui est question de neurosciences dans ça. Je vous conseille le livre juste après ce slide. Alors justement, on peut passer après ce slide. C'est Dans le cerveau du gamer de Cecilia Houghton, qui, selon elle, l'un des piliers cognitifs les plus importants à prendre en compte lorsqu'on conçoit un jeu est la malédiction de la connaissance. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, même vous actuellement, vous êtes en connaissance de cause. Vous avez, comme on dit dans une des citations assez célèbres, de grands pouvoirs appliquent de grandes responsabilités et c'est notre devoir à nous justement de trouver cet équilibre afin justement d'avoir un certain environnement, on va dire, positif avec des impacts positifs. Merci à tous. Voici ma présentation qui se termine.